Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Marie-Pierre Hyperciel. Madame Hyperciel, elle est la présidente directrice générale du pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, mieux connu sous le nom de son acronyme Prima Québec. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir interviewer Madame Hyperciel à titre de coprésidente du groupe consultatif du ministre Wilkinson sur la carboneutralité. Donc, je souhaite la bienvenue à Madame Hyperciel. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui d'être avec nous pour ce balado. C'est moi qui vous remercie, Madame Lauzon. Donc, comme première question, je voudrais que vous nous parliez du mandat de votre groupe de travail, puisque vous en êtes la coprésidente. Alors, le mandat du groupe consultatif pour la carboneutralité compte trois éléments. Dans un premier temps et de manière générale, on devra fournir des conseils indépendants au ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur les trajectoires les plus probables qui nous permettront en fait d'atteindre la carboneutralité en 2050. Il nous est également demandé de fournir des conseils sur les différents jalons successifs là, de réduction jusqu'en 2050 et de mettre, je vous dirais aussi en évidence, les mesures à court terme, les éléments clés qui, dans le fond, vont soutenir l'atteinte de cette cible à plus long terme. Et finalement, bon, nos conseils devront aussi porter sur des mesures qui vont nous permettre de catalyser, dans le fond, une croissance économique à long terme, mais aussi à faible émission de carbone dans l'ensemble de l'économie canadienne. Alors, ce sont les trois éléments là, qui résument, dans le fond, le mandat du groupe du consultatif. Merci. Le projet de loi C12 sur la carboneutralité, qui est désormais adopté, donc ce n'est plus un projet de loi, il prévoit la constitution d'un organisme consultatif responsable de conseiller le ministre sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Comme la création du comité consultatif a été annoncée en février 2021, alors que le projet de loi n'était pas encore adopté, pourquoi le gouvernement a-t-il constitué le comité consultatif sans attendre l'adoption du projet de loi C12? En fait, c'est une excellente question qui aurait pu être posée au ministre Wilkinson, en effet. Mais en fait, on comprend que le groupe a été constitué avant l'adoption de la loi pour qu'il puisse, dans le fond, rapidement démarrer ses travaux, dont le premier livrable était de produire un résumé sur les travaux d'ici d'ailleurs qui ont porté sur les trajectoires les plus probables. On pourra en reparler éventuellement. Donc, les 3 derniers mois, je vous dirais qu'ils ont été éminemment utiles pour l'ensemble des membres à cet égard. Puis, je ne vous apprends rien en vous disant que, vu l'ampleur des changements, des transformations à venir, bien, chaque jour compte. Alors, que les travaux aient démarré avant, je pense que ça nous a permis de développer une base très solide. Alors, j'ajouterais que notre mandat a été conçu de telle sorte à ce qu'il corresponde au rôle qui était déjà défini là, pour l'organisme consultatif qu'on retrouve dans la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, en reconnaissant évidemment que les choses peuvent changer là, au cours du processus parlementaire. Mais ceci dit, comme vous l'aviez évoqué, la loi a reçu la sanction royale le 29 juin dernier et est maintenant en vigueur en tant que loi fédérale. Bien. Est-ce que votre mandat, ou plutôt la composition du comité, c'est de ça dont je voudrais que l'on parle, pouvez-vous nous parler de la composition de ce comité? En fait, le comité est constitué de 14 membres qui ont, dans le fond, un éventail d'expériences et d'expertise assez riche qu'on va retrouver dans le domaine de la science, des affaires, des relations de travail, des gens aussi qui ont œuvré dans l'élaboration de politiques de développement économique, mais aussi de gouvernance autochtone. Alors, vous saurez apprécier la parité homme-femme là, au sein du comité, mais également la représentation de toutes les régions du Canada. Et je vous invite à consulter le site web parce que vous avez accès à toute la biographie des membres et le site web a été justement lancé au début juillet. Maintenant que la loi a été adoptée, le groupe entre donc dans une nouvelle phase puisqu'on va passer
bénévoles nommés par le ministre à un groupe consultatif statutaire avec des personnes nommées là, par le gouverneur en conseil. Alors, c'est un peu c'est la composition du groupe. Il y a des gens vraiment des plus intéressants et j'avoue, c'est très stimulant de travailler avec ce genre de personnes-là qui, tout le monde a quelque chose à apporter et vient avec son lot d'expérience, d'expertise et n'est pas là non plus pour représenter son organisation ou son secteur. Donc, il est au niveau où on répond à des objectifs très clairs et c'est son bagage qui l'apporte à la conversation, si je puis dire. Oui, c'est stimulant de travailler sur, des orientations pour un changement de société, hein, alors Voilà. je peux bien comprendre. Est-ce que le mandat du comité, il est temporaire ou permanent? Puis est-ce qu'il peut s'étendre jusqu'en 2050, qui est l'objectif ultime pour atteindre la carboneutralité? En effet, le groupe se veut permanent et va offrir justement des conseils jusqu'en 2050. La plupart des membres ont un mandat qui va varier entre 1 an et 3 ans. Donc, c'est clair qu'on s'attend à ce qu'il y ait des changements dans la composition tout au long de sa durée de vie, mais il se veut permanent, effectivement. Puis, est-ce qu'il existe d'autres comités consultatifs comme le vôtre dans les autres pays? Puis, dans l'affirmative, est-ce qu'il y a une collaboration qui est prévue avec ces comités? Oui, bonne question. En fait, il y a plusieurs pays qui ont mis sur pied des organisations similaires, qui sont dotées d'une structure et d'un mandat qui est, puis je tiens à le préciser, adapté à leur propre réalité dans le fond. Et ils ont tous été mandatés pour offrir des conseils sur l'atteinte des cibles climatiques. Donc, je pense spontanément là, à l'Allemagne, à la France, à la Nouvelle-Zélande, à la Suède, au Royaume-Uni. D'ailleurs, dans nos premiers mois de rencontres et discussions, on a eu la chance de rencontrer, d'échanger avec le Climate Change Committee du Royaume-Uni, mais aussi le Haut Conseil pour le climat de France. Mmh. Donc, ça a été très, très intéressant parce que chacun est en mesure de nous dire ce qu'il a appris, comment il fonctionne. Alors, on ne part pas de rien et puis ça ajoute toujours à la discussion. Et je vous dirais qu'effectivement, on prévoit de s'engager, entre guillemets, auprès des autres organisations pour justement profiter de leur expérience et, qui sait, de développer peut-être des actions communes dans le futur. Et je suis certaine qu'eux vont aussi bénéficier de vos expériences respectives. Ah ben, je le souhaite très bien. Oui. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous en parler, mais est-ce que vos recommandations préliminaires prendront en compte les effets de la pandémie au pays, puis pour favoriser la reprise économique? En effet, je vous dirais que dans le cadre de notre mandat, on nous a demandé de fournir, oui, des conseils qui concernent les mesures à court terme que le Canada peut prendre pour soutenir à la fois une relance économique après la pandémie, puis évidemment toujours atteindre l'objectif de carboneutralité. Je pense qu'on commence lentement à se remettre de cette pandémie-là qui n'est pas terminée, mais aussi à tracer la voie vers la carboneutralité. Donc, pour moi, c'est une occasion inouïe de se démarquer. Et je ne vous apprends rien en disant que le Canada doit faire et fera des investissements pour justement appuyer l'innovation, pour développer, soutenir des entreprises, sécuriser des chaînes d'approvisionnement nationales, mais Mmh. aussi, je vous dirais, accroître les possibilités d'emploi pour les différentes collectivités. Donc, je pense qu'on doit saisir l'occasion pour stimuler, mais en même temps décarboner notre économie. Donc, il y aura toujours ça en toile de fond, effectivement. Merci. Votre comité consultatif, bon, on a lu dans la loi qu'il a pour fonction de conseiller le ministre sur l'atteinte de la carboneutralité, entre autres d'ici 2050. Puis la principale politique publique en la matière, c'est le plan qu'on appelle le plan climatique renforcé qui a été adopté en décembre 2020, soit bien sûr avant la constitution de votre comité consultatif. Puis le rôle de votre comité, est-ce qu'il se limitera à conseiller le ministre sur la mise en œuvre de ce plan climatique renforcé ou est-ce qu'il inclura, par exemple, la possibilité de proposer de nouvelles mesures de lutte contre les changements climatiques? En fait, on nous a effectivement présenté le plan climatique renforcé, dans lequel le groupe d'ailleurs était déjà mentionné, mais le groupe n'a pas de rôle particulier sur sa mise en œuvre.
comme le plan décrit les mesures que le gouvernement va prendre, il est clair que sa mise en œuvre est importante dans l'élaboration de nos éventuels conseils sur les objectifs de réduction. Par exemple, je vous dirais, on pourrait conseiller relativement la réduction de l'écart entre les réductions d'émissions réalisables grâce aux mesures déjà annoncées par le gouvernement et la cible plus ambitieuse que le Canada vient de se Mhm. donner pour 2030. Donc, dit autrement, on va être amené à faire des propositions plus pour réduire l'écart entre le fameux 36 de réduction par rapport au niveau de 2005 annoncé dans le budget et aussi la nouvelle fourchette là, de 40 à 45 que le premier ministre a annoncé en avril là, au sommet des dirigeants et qui a été d'ailleurs récemment transmise, je crois, par le ministre Wilkinson là, aux Nations Unies. Donc, c'est la façon dont ça fonctionnera, mais on n'a pas de rôle particulier là, dans la mise en œuvre du plan. Du plan. Très bien. Le document d'information qu'on peut lire là, sur le comité consultatif prévoit que vous devrez établir un dialogue à grande échelle dans tout le Canada, y compris avec les intervenants, les peuples autochtones, les jeunes, d'autres experts et le public, dans le cadre qu'on dit d'un processus transparent et inclusif. Oui. Est-ce qu'on doit comprendre que le comité mènera un vaste exercice de consultation du public à travers le pays avec cet objectif? Tout à fait. Le volet mobilisation est vraiment un élément clé et on sera appelé en fait à développer des occasions de dialogue, à solliciter des idées, des suggestions via nos différentes activités de mobilisation qui sont, je dois dire, en cours de développement. Donc, on est vraiment en train de finaliser les priorités à cet effet-là. Chose certaine, je vous dirais qu'il faut évidemment renforcer la sensibilisation, le dialogue sur le sujet. Il nous faut entendre, mais aussi apprendre des diverses perspectives qu'on va retrouver à l'échelle canadienne, que ce soit de la part d'organisations qui sont déjà engagées dans cette stratégie-là ou la mise en œuvre de trajectoires, mais aussi il faut avoir en tête qu'il y a déjà des organisations qui ne sont pas encore intéressées par la chose. Et Mhm. je pense que ce volet de mobilisation sera très important. Donc, la mobilisation, elle se veut la plus large possible. Elle nous permettra d'avoir une meilleure adhésion aussi à ce projet-là. Et le dialogue doit être effectivement bilatéral pour nous permettre de comprendre, développer les meilleurs conseils qu'on destinera au ministre et surtout être en mesure d'en saisir toutes les implications possibles. Je terminerai en vous disant que, tu sais, dans le fond, pour moi, les changements climatiques, c'est vraiment le défi du siècle dans la mesure où on doit vraiment revoir nos façons de produire notre énergie, de nous déplacer, de nous chauffer, de climatiser nos maisons, nos bâtiments. Et c'est aussi le temps d'envoyer le message que ces nouvelles façons de faire-là devront faire en sorte, devront en fait, je dirais plus, générer des avantages. Donc, à mon humble avis, c'est un projet de société qui est très important dans lequel on doit tous s'engager. Donc, la mobilisation est importante. Puis, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à consulter le site web du groupe, puis de s'y inscrire pour suivre les travaux et de les commenter également. Bravo. Ça sera vraiment intéressant de vous voir, de vous rencontrer dans le cadre de cet Oui. exercice de mobilisation. Vous avez longtemps œuvré hein, dans le secteur des technologies propres. On vous connaît depuis longtemps pour cette force aussi que vous avez. Quel rôle voyez-vous pour les technologies propres dans la stratégie fédérale de lutte contre le changement climatique? Effectivement, vous parlez à une convaincue. J'ai vraiment eu le plaisir de travailler à la mise en place, en fait, d'Écotech Québec, là, la grande des technologies propres, puis d'y côtoyer des entrepreneurs qui ont développé ces technologies-là. Donc, il est clair que les technologies qui vont, par exemple, accélérer l'électrification des transports, qui pourront maximiser l'efficacité énergétique de procédés industriels, de bâtiments, de transports, à titre d'exemple ont et, je vous dirais, auront un rôle important à jouer. Il y a plusieurs technologies qui existent, qui peuvent être déployées plus largement, en fait, alors que d'autres, évidemment, avec le temps, devront maturer davantage d'un point de vue technologique ou encore pour être plus accessibles à meilleur coût.
Par contre, j'ajouterais, je vous dirais, 2 précisions et tu sais, c'est jamais noir ou blanc, hein. Je pense que dans Mhm. la vie, il y a toutes sortes de dosages. Bien que la technologie soit importante, je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue l'importance de réduire les émissions. Il ne faut pas que ce soit oublié. On constate que dans ce que l'on a vu, les trajectoires, dans le fond, les plus probables qui vont permettre d'atteindre la carboneutralité ne prévoient pas d'augmentation continue des émissions. Donc ça, c'est un élément. Deuxièmement, comme dans toute chose, je pense que il y a toujours une série d'ingrédients pour faire une recette, là, si je prends cette analogie-là, où le dosage est important. Il y a plusieurs éléments. Donc, en plus des technologies, on peut penser à des mesures gouvernementales, des mesures fiscales, la réglementation, des changements de comportement pour ne nommer que ceux-là. Et je pense que l'atteindre la carboneutralité nous impose en fait une approche systémique, multidisciplinaire, et l'approche des trajectoires est justement idéale pour atteindre cet objectif-là. Donc, je pense que la technologie, elle est nécessaire, mais non suffisante. D'où l'intérêt d'avoir cette approche de trajectoire, en fait, qui, permettez-moi de juste la cadrer, parce que je Oui, pense c'est que ça ça, que c'est j'allais vous important. demander, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est une approche de trajectoire. Oui. Merci. Dans le fond, tu sais, ça va situer, ça lie la situation que l'on vit présentement à celle que l'on veut atteindre, par exemple en 2050, et qui nous permet de capter une série d'éléments qui vont être utiles à et nécessaires à la transformation d'un système. Donc, une trajectoire va, dans le fond, refléter, par exemple, l'ampleur, la séquence des changements à apporter, que ce soit à des technologies, à des infrastructures, à des modèles d'affaires, à des pratiques sociétales, au cadre politique et réglementaire et tout autre élément pour, dans le fond, transformer un système qui va nous permettre de mieux répondre aux besoins de la société et l'atteindre, évidemment, de l'objectif de la carboneutralité. C'est bien, c'est très clair, ça permet de comprendre ce que c'est. Puis on voit que c'est votre passion, hein? C'est quelque chose que vous maîtrisez, là, c'est beau. Alors, l'autre question que j'avais, c'est contrairement à la loi québécoise sur la qualité de l'environnement, là, dans laquelle il y a eu un chapitre qui a été consacré sur la gouvernance en changement climatique, dans la loi, le projet de loi C12 qui est devenu une loi, il n'y a pas de critères de nomination des membres du comité consultatif du ministre sur la carboneutralité. Quels critères ont été retenus pour la nomination des membres du comité? En fait, le groupe, d'une part, n'a pas de position sur cet élément, la notion de critère, en fait. Donc, la décision revenait au ministre et aux parlementaires. Puis, on le voit que dans la version amendée du projet de loi, on indique qu'en ce qui concerne sa composition, le ministre, dans le fond, il doit prendre en considération les besoins du groupe dans son ensemble, à disposer de l'expertise, des connaissances relatives à certains éléments, que sont évidemment les données scientifiques, sur le changement climatique, le savoir autochtone, les sciences physiques ou sociales, les politiques en matière de changement climatique. Donc, les membres actuels, je vous dirais qu'ils se retrouvent tous dans ces éléments-là. J'ajouterais aussi, puis je l'ai dit précédemment, les membres ne sont pas nommés pour représenter leur organisation, leur secteur. Chaque membre met vraiment en contribution son expérience, ses compétences. Et comme je le mentionnais, je pense que s'attaquer à la lutte contre les changements climatiques en visant la carboneutralité, ben, ça commande dans le fond une approche où plusieurs compétences doivent être mises à profit. Et c'est ce qu'on retrouve autour de la table et des membres qui font partie du groupe actuel. Donc, très représentatif. Tout à fait. On a lu qu'au cours des 3 premiers mois de votre mandat, le groupe doit fournir un résumé des travaux sur les pistes vers une économie carboneutre. Je ne sais pas si vous pourriez dire que c'est la fameuse trajectoire. Les pistes à réaliser au niveau national et international. Et si je comprends bien, votre premier rapport a été rendu public, on en a pris connaissance, puis je pense que c'est à ça qu'on réfère quand on parle de votre premier mandat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce rapport qui pourrait être lu par nos auditeurs?
Oui, en fait, ce document, dans le fond, présente le premier livrable selon les termes de référence qui nous ont été donnés, pour lequel, dans le fond, on a rencontré, je dirais, plusieurs experts, à la fois nationaux et internationaux, qui avaient déjà conçu des trajectoires de transition vers la carboneutralité. Donc, on a pu rencontrer, discuter avec des représentants, je dirais, plus d'une douzaine d'organisations. Pour en nommer quelques-unes, là, il y avait l'Institut de l'énergie Trottier, l'Institut international du développement durable, la National Academies of Science and Engineering and Medicine chez nos voisins du Sud, Mhm. mais aussi l'Agence internationale de l'énergie qui a rendu un rapport public Mhm. assez intéressant dernièrement. Donc, cette étape-là, pour nous, a été essentielle parce qu'on a pu échanger avec eux sur leurs résultats, leurs approches, les limites ou encore les leçons qu'ils ont apprises dans le cadre de leur exercice. Donc, on ne cherche pas à réinventer la roue, mais il faut profiter de ce qui a déjà été fait. Donc, le rapport que l'on a rendu public présente, dans le fond, 10 observations qu'on a choisi de regrouper à la fois en valeurs et en principes. Donc, 5 valeurs, 5 principes qui, à notre avis, sont indispensables en fait à la conception des prochaines trajectoires sur lesquelles on travaillera et qui assureront pour nous, et ça c'est très important, un avenir plus équitable, plus sain, puis effectivement plus prospère. Donc effectivement, je souhaite ardemment que vos membres, vos auditeurs puissent lire ce rapport-là parce que je pense que les observations qu'on retient proposent en fait une approche qui permet à tous les acteurs, qui soient à la fois gouvernementaux, industriels, financiers ou simplement issus de la société civile, pour évaluer toutes les décisions futures, dans le fond, qui concerneront la carboneutralité. Donc, on est d'avis que ces observations-là constituent, dans le fond, la base sur laquelle reposera, dans le fond, une transition sociale, économique et inclusive. Et c'est aussi une première étape, je vous dirais, dans notre démarche de mobilisation Mhm. auprès de la population. Puis on espère que ça suscitera des commentaires constructifs, évidemment. Alors, donc, on invite les auditeurs à lire ce rapport. Tout à fait. Ma dernière question, avant que nous passions aux questions ludiques, c'est quand publierez-vous votre premier rapport contenant des conseils concrets pour le ministre Wilkinson? Alors, notre premier rapport annuel, si je puis dire, là, devrait être publié au printemps 2022, où on y retrouvera effectivement nos conseils à l'attention du ministre, mais aussi un résumé de ce qu'on aura appris grâce aux activités de mobilisation et de recherche que l'on mène. Donc, nos conseils comprendront évidemment là, des mesures qui relèvent de la compétence fédérale, mais aussi des mesures qui pourraient être mises en œuvre par d'autres juridictions. Donc, on pourrait aussi, par ailleurs, être amené à fournir d'autres conseils dans les mois à venir, là, en réponse à toute demande de la part du ministre. C'est donc dire que nous allons vous inviter très souvent à nos balados. Et ça me fera plaisir, Hélène. Puis, dans nos balados, nous posons toujours une série de questions ludiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 5. Puis, si vous me permettez, je vous les pose. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? Alors, vous me permettrez d'en avoir deux. Ah oui! Mais le premier est vraiment la responsabilité. Parce que le développement durable, pour moi, c'est l'affaire de tous. Et le deuxième est le mot durable, parce Mhm. qu'on veut viser, dans le fond, le volet pérenne, puis on veut une vision à long terme pour avoir un véritable impact. Donc, responsabilité et durable, c'est ce qui, moi, m'accroche le plus. Oui, et puis quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Ça, c'est vraiment la question, une des questions les plus difficiles parce que j'avais plusieurs personnes qui me venaient en tête. J'avais Claude Villeneuve, j'avais André-Lise Méthode avec qui j'ai travaillé au sein des Cotec. On pense à David Suzuki. Mais je me suis dit, OK, moi, je suis quelqu'un qui est visuel, qui est marqué par les images. Alors, comme ça vient me chercher, je dois dire que j'ai pensé au photographe Yann Arthus Ah, Bertrand, qui, oui. lui, me fascine, tu sais, à Mmh. travers ses différents projets, engagements. Je pense qu'il est en mesure d'interpeller le grand public, puis
son livre, La Terre vue du ciel, pour moi, j'en ai des frissons parce que ça m'interpelle à chaque fois. Puis je me dis, il faut conserver notre planète. Il faut conserver ces images-là. En tout cas, c'est à lui que j'ai pensé. C'est très beau, effectivement. Puis oui, puis c'est ce qu'il tente de faire, hein, de démontrer la beauté de la planète avec Oui, son. oui. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous croyez que le Québec en est en termes de développement durable? En fait, c'est toujours difficile de chiffrer et spontanément, je ne chiffrerai pas. Mais en même temps, je vous dirais que le Québec se positionne très bien et on l'entend. On pense à l'hydroélectricité, les stratégies gouvernementales mises de l'avant, que ce soit le plan pour une économie verte ou encore, puis j'irai en amont, qui est plus dans mon job quotidien, le plan pour de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, la loi sur le développement durable. Bref, je pense que le Québec se positionne bien. On a un objectif qui est très ambitieux, puis je pense qu'il faut se donner les moyens. Mais en même temps, je vous dirais que, comme pour toute chose, on peut toujours faire mieux. Mmh. Alors, c'est pour ça que je ne chiffrerai pas, mais je reconnais néanmoins que le Québec se positionne très bien. C'est bien. Et donc, quelle serait selon vous la plus grande fierté du Québec en termes de développement durable? En fait, je pense que le Québec doit être fier d'avoir une énergie propre, à Mmh. coût abordable. Hein? Puis c'est quand même un des principes, je pense que c'est le principe numéro 7 là, du développement durable. Et ça, à ça a été associé tout le génie, l'expertise qui a été développée, mais aussi exportée. Pardon. Donc, je pense que cette énergie propre-là nous permet de se démarquer grandement. Oui. Puis ma dernière question, c'est, si la réincarnation existe, quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Alors, spontanément, c'est l'arbre. Mmh. L'arbre parce que, il y a cette notion, d'ancrage, hein, par les racines, mais évidemment en raison de la captation et de la fixation du CO2 qui permet. Donc pour moi, l'arbre est, sans conteste là, l'élément dans lequel je souhaiterais me réincarner. Ah, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Vous êtes tellement animé, dynamique, puis vous êtes vraiment au bon endroit parce qu'on sent votre passion tout au long de l'entrevue. Ça a été un plaisir et puis je suis certaine que vous allez contribuer à mobiliser beaucoup de gens à travers le Canada et à stimuler aussi les changements de comportement. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci Hélène et puis, vraiment ça a été, une belle demi-heure passée, puis au plaisir de revenir, avec vous. Avec plaisir, oui, parce qu'on aura sûrement d'autres occasions.